Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. On m'a appris que quand on tombe de cheval, on remonte le plus vite possible. Et on n'accepte jamais de descendre de cheval avant une bataille. Je ne suis pas un homme de nostalgie ou d'amertume. Je sais que tout l'avenir m'appartient. Donc, c'est une vie avec des hauts, des bas, des batailles, des échecs. Et finalement, c'est une vie. Dans nos métiers, on manque de vision historique. On manque d'avoir du recul. Chaque jour, on commente les faits grands et petits comme s'ils étaient les derniers de l'histoire du monde. Je ne fais pas, et je n'ai jamais fait, un journalisme de ragot ou d'écho. Je crois avoir cherché à me maintenir à un certain niveau de dignité et en même temps de tenue. Est-ce que vous pensez que De Gaulle, Mitterrand, Giscard auraient survécu aux réseaux sociaux? Je pense que les trois auraient survécu, comme vous dites, aux réseaux sociaux. Ici, ils seraient adaptés, d'abord par tempérament personnel. Le général de Gaulle avait appris à parler aux Français sans les lunettes à triple foyer. François Mitterrand avait changé beaucoup dans son visage. Il avait un très bon dentiste. Chacun a quelque chose qui fait qu'il s'est adapté à une situation nouvelle. D'ailleurs, Mitterrand avait fait une émission avec Mourouzi en tenant compte des technologies nouvelles ou de la mode. Yves Mourouzi avait mis ses fesses sur le bureau du président de la République, ça avait déclenché un scandale. On ne peut pas être dans le combat politique sans s'adapter aux techniques. Regardez Jean-Luc Mélenchon avec ses hologrammes, j'allais l'oublier, Emmanuel Macron avec toutes les émissions de jeunes qui ne lui rapportent pas tellement d'électeurs, mais qui le mettent dans une tonalité de modernité. Une minute. Je voudrais dire, parce que vous avez pas mal d'amis ici, que nous ne sommes pas au musical. Alors s'il vous plaît, les applaudissements, c'est pour d'autres émissions. Merci. Quel est le personnage de pouvoir qui vous a le plus impressionné? Le général de Gaulle, évidemment, puisque je l'ai accompagné pendant 5 années à travers tous ses voyages à l'étranger, à Phnom Penh, en Amérique latine, en Union soviétique et dans ses voyages en province. Mais moi, ce qui m'a toujours impressionné sont les grands réformateurs, ceux qui ont pris des risques, même s'ils ont fini vaincus ou assassinés. Par exemple, Sadat, par exemple, Yitzhak Rabin pour Israël. La chance de ma vie, c'est de les avoir vus, d'avoir parlé avec eux, d'avoir organisé de longues interviews et souvent, comme ça a été aussi le cas avec Poutine, 1 heure et demie, tête à tête. Vous êtes un peu agressif comme journaliste. Pourquoi pensez-vous qu'une guerre approche? Pourquoi essayez-vous de faire peur à tout le monde? Parce que l'Ukraine n'est pas loin d'ici, et c'est là qu'il y a la guerre. Pour mieux comprendre à la fois la politique qu'il explique officiellement, et en même temps ce qu'il a en lui et qui explique son action. Mais il y a aussi des anonymes, des peuples qui sont des gens de pouvoir. Les femmes, regardez les femmes en Iran, elles ont toute mon admiration. Sur la scène internationale aujourd'hui, quel est celui qui vous impressionne le plus? Si je vois les choses à plus long terme, en prospective, je dirais Xi Jinping, le chinois. Parce que dans ma vie professionnelle, j'ai assisté, parfois participé, à des têtes d'événements, parfois en les vivant des petits faits qui, avec le recul, sont devenus l'histoire. Bon, je ne parle pas de l'Algérie, de la décolonisation. Je ne parle pas du 10 mai 81, où on m'a pris avec Étienne Moujotte et quelques autres pour les principales cibles, les têtes de Turcs offertes à ce moment-là à l'opinion. Mais, dans mon souvenir, j'ai fait plusieurs voyages en Chine. Au total, ça doit faire 12-13 voyages. Et nous sommes arrivés à un moment à Shanghai où on entendait partout « Mao Tse-tung Wanshui, Mao Tse-tung Wanshui ». Qu'est-ce que ça voulait dire? C'est « Vive Mao Tse-tung ». On n'entendait que ça. Et partout, il n'y avait qu'un livre, le petit livre rouge de Mao Tse-tung. Et c'était le début de la révolution culturelle chinoise. Et après, à Pékin, on avait entendu déjà les premiers signes. En se promenant au Palais d'été, il y avait des milliers de jeunes qui plongeaient dans le lac du Palais d'été et criaient « Vive Mao, vive Mao !» Et on se disait « Mais pourquoi ils plongent ?» Il y en a beaucoup qu'il fallait les rattraper parce qu'ils se noyaient. Bon, et là, à Shanghai, il y a eu une manifestation de presque 3 millions de Chinois qui se préparaient, qui allaient défiler toute la journée contre la politique américaine au Vietnam et contre le révisionnisme
soviétique, parce qu'il y avait une grande bataille idéologique et politique entre l'URSS et la Chine qui voulait rester l'orthodoxie communiste. Et on était venu me voir à l'hôtel et on me dit « Monsieur, vous êtes à la tête d'un petit groupe de Français, vous êtes les seuls Français, est-ce que vous voulez prendre la parole pour dénoncer Moscou et Washington ?» Je lui ai dit non. Raymond Aron avait écrit un jour un livre pour se moquer de ceux qui passaient quelques jours dans un pays, parfois des dictatures, et qui croyaient avoir tout vu, et qui disaient voilà ce que j'ai vu, les hôpitaux sont formidables, les communes populaires sont formidables, et derrière, il y avait les prisons, les hommes et les femmes bafoués, etc. Et donc, ce jour-là, j'ai pensé à ça, j'ai dit je n'y vais pas, mais ça a été une manifestation énorme qui annonçait la révolution culturelle. Et à mon retour en France, j'avais fait un petit papier dans Le Monde, personne ne croyait qu'il allait y avoir cette révolution, c'est-à-dire que Mao Tse-tung se servait des jeunes pour abattre, comme il l'a fait à plusieurs reprises, les successeurs qui étaient en train de se préparer et d'essayer de lui prendre le pouvoir avant sa disparition. Et ça, je l'avais raconté aux Français.